population. Malgré les cessez-le-feu de Doha, le combat reprenne dans l'est de la RDC entre la SM23 et les FARDC. Les deux camps se dénoncent mutuellement des attaques tandis que les négociations pour un accord de paix restent en attente. Jospé Hangé. Malgré le cessez-le-feu imposé par le processus de Doha pour désescalader le conflit dans l'est de la RDC, les affrontements entre la F-123 et les forces armées de la RDC se poursuivent sur le terrain. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans plusieurs zones. Dans un communiqué publié mardi 11 novembre 2025. Chef de guerre, ministre, député de la République, opposant en exil, est désormais accusé de complicité de crimes contre l'humanité. À 67 ans, Roger Lumbala a vécu de nombreuses vies et il est accusé d'en avoir enlevé un grand nombre avec son groupe le RCDN. Une milice qui aurait été chargée d'effacer le tableau du nom de l'opération militaire menée en Ituri en 2002 et 2003. Cette opération, elle vise à prendre le contrôle d'une partie du Nord Kivu. On est les responsables. Donc vous n'êtes pas responsable des bombardements Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. Avec la question, c'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous... Urgent. La fin de M. Tshisekedi se précipite. L'accord des Doha avorté. Tshisekedi n'a pas envoyé une délégation pour signer cet accord. Pendant ce temps-là, Donald Trump et les États-Unis ont aussi refusé d'envoyer une invitation au président Kagame, mais aussi au président Tshisekedi pour parapher cet accord de paix, mais aussi l'accord économique. Mouyaya monte au créneau pour dire des choses. Nous allons vous expliquer tout ça dans cette émission. Seulement restez jusqu'à la fin. La guerre fait rage, des violents combats à l'est de notre pays entre le Wazalendo et les FARDC, la FC 123. Donc ça se passe, ça part de partout. Nous allons vous montrer des images et vous expliquer dans cette émission qui va tomber et quand et comment, les chaos dans notre pays, la géopolitique internationale, régionale de notre pays. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Avant de faire ma proposition, j'ai fait remarquer d'abord que le président de la République n'avait pas à dire ce qu'il a dit au Brésil. Il devrait attendre. Quoi? Il ne devrait pas annoncer qu'on va bientôt aboutir à un accord à Washington. Non, on est en train de nous bluffer. Et à Washington et à Doha, rappelez-vous que le narratif américain avait changé. Boulos avait parlé de la pièce maîtresse du puzzle. Le M23, c'est la pièce maîtresse du puzzle. C'est comme ça qu'on nous bluffe. Donc il devrait d'abord observer. Mais il y a aussi quelque chose, je parle des rapports de force. Le président de la République, s'il obtient cet accord de paix... Merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Vous avez dit ça, vous-même vous avez expliqué cela. Donc, comme vous voyez, vous allez voir même sur cette carte, dans la ville de Gabon, eh bien, c'est un dit à notre professionnalisme. Nous avons une police, nous avons une armée professionnelle, eh bien, qui garantissent vraiment la quiétude de la population, qui ne dorment pas 24 heures sur 24 heures pour la population. Arrêté provincial numéro 01, barre état des sièges, barre 184, barre CAB, barre gouvernement provincial du Nord Kivu, barre 2025, du 29 octobre 2025, portant organisation de la campagne de ramassage d'armes à feu et munitions sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Entendu que la prolifération et la circulation non contrôlée des armes à feu est l'un des facteurs qui contribuent à la prévalence de la violence armée. Attendu qu'il est indispensable d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, des groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient
arbitrairement dans des conditions inhumaines. Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime ramener ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte faire pour sauver mon pays? Qu'est-ce que je compte faire pour travailler pour mon peuple? C'est comme ça que je vous présente mon programme du gouvernement, mais aussi ma vision sur mon pays et mon peuple. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste, la voix des sans voix, porte-parole ya peuple na kabolaka na bandeko nanga nyonso ba information nyonso etali mboka na biso, ba information ya politique, ba information ya économie, ba information ya sécurité, ba information tout o etali Congo na yaka na limbolela rabino na lobaka makambo zali koleka ndenge nini. Aujourd'hui, nous avons des émissions. Voilà, je suis de retour avec mes deux émissions. L'émission Pouvoir et Peuple pour expliquer aux gens. Ici, je parle de la géopolitique internationale, régionale et nationale. Tout ce qui concerne la RDC au niveau international, régional et national. C'est comme ça que j'explique, je pars très loin. Et cette émission est bilingue à 90% ou 80% en français et 20% en lingala pour rajouter du peps. Mais notre deuxième émission s'appelle Masolo à RDC. C'est complètement en lingala. Là, nous parlons que de la RDC. Tobetaka Masolo, Kaka ya Congo, na Masolo ya RDC. C'est à 100% lingala. Je suis là, j'explique et je parle des choses. Donc, après cette émission, à partir de 19h30 au plus tard 20h, vous allez déjà avoir l'émission Masolo, il y a RDC. Je suis de retour avec deux émissions. Je suis en train de préparer mes études, ma thèse. Donc, je ne suis pas encore arrivé au niveau de la thèse. J'ai encore des interros et d'autres examens à faire. Et après, quand je serai libre, ça sera l'année prochaine déjà, je vais commencer vraiment à tenir ma parole, à faire des émissions par jour. Et ça sera tellement bien d'expliquer en français, en lingala, la géopolitique régionale, nationale, internationale, mais aussi surtout à 100% lingala. C'est bien pour expliquer aux Congolais et rapprocher le peuple. Ça nous fait tellement du bien à vous parler, vous informer et à rajouter un peu ce qu'on appelle en économie la valeur ajoutée sur mes émissions. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie le moyen. Donc, botika la tina suka, ya ngonde oko comprendre, okoye ba marambozali koleka ndenge nini émission kongoza kosale ndenge nini parce que pouvoir ya peuple les émissions lobela marambo nyonso ya monde etali Congo dans libanda nakati et puis nakati ya continent na biso donc nyonso to lobela ka. Et puis, je vais vous demander à prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyer les gens. Faites tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour rapprocher les gens et toujours agrandir à la communauté ici parce qu'il y a des bonnes choses, des nouvelles que je vais vous informer bientôt, que nous allons tous organiser ensemble parce que cette chaîne, il faut s'approprier. J'ai un TikTok aussi, Jonathan Lumbila Mastor, donc... là-bas aussi, vous pouvez vous approprier, c'est le mouvement Yabino, mouvement ya peuple. Beaucoup s'approprier dans la chaîne, beaucoup s'approprier dans TikTok, beaucoup s'approprier Penanga, parce que Nazali Molobili Nabino, défenseur Nabino. Je suis un peu rimé, il fait un peu trop froid, donc ne vous inquiétez pas, je suis bien, mais Nazali un peu rimé, ce bon moment, pique qui a voix tonini. Ce n'est pas de ma faute, voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, catastrophe. Une bombe vient de tomber. Le chaos total. Tshisekedi n'a pas envoyé sa délégation pour signer l'accord que je vous ai lu ici. Le fait que j'ai déjà dénoncé cet accord et je vous ai montré des clauses chaotiques que Tshisekedi était prêt à signer, ils ont changé en fin d'avis et que Tshisekedi, comme il vous avait informé qu'il allait signer la semaine passée, mais il n'a pas accepté parce que j'ai dénoncé cet accord ici. En fait, nous travaillons pour le pays. Taliban. Bon, ça sommaire, après, donc, la délégation congolaise n'a pas fait le déplacement pour Douala et l'accord n'est pas signé. Nous allons vraiment entrer en profondeur sur ce sujet aujourd'hui aussi.
La sortie médiatique chaotique de M. Patrick Mouyaya avec tant de mensonges, je vais expliquer étape par étape et tirer vraiment sonner d'alarme aux Congolais de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Reprise de combat, violent combat à l'est du pays entre le M23, le rebelle de M23 et le FARDC, l'armée régulière de notre pays. Reprise de combat à l'est de notre pays à l'heure que je vous parle à cause échec des accords de Doha. Kagame qui ne reconnaît pas ces accords, Tshisekedi qui veut à tout prix l'accord, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Nous allons vous expliquer la géostratégie politique. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vraiment, dans cette émission, nous allons nous focaliser plus dans ce qu'on appelle la politique internationale. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Tenez-vous prêts, l'émission Pouvoir et à peuple bandit. Donc, Willingo met monter au créneau aussi pour répondre. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Boza la penati nasuka. Et puis, ça va faire du bien. Sans plus tarder, nous allons commencer avec Patrick Mouyaya. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission et revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. L'Est de la RDC est toujours en proie aux affrontements. On en parle avec Patrick Mouyaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Roger Lumbala, jugé à Paris alors que le Congo avait demandé son extradition. C'est un affront. Bon, écoutez, il y a mon collègue de la justice qui se charge du dossier. Le moment venu, on pourra évidemment communiquer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, c'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha, nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Donc ça veut dire que le volet politique qui est en cours et économique également n'ont pas forcément d'impact direct sur le terrain pour le moment, à l'heure actuelle? Écoutez, nous créons les conditions qui permettront d'avoir des progrès sur le terrain et je crois que la dernière réunion qui a eu lieu à Washington a donné plutôt des signaux plus clairs. En tout cas, pour nous, c'était clair qu'on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler développement de la région tant qu'il n'y a pas de stabilité qu'on puisse vérifier. Dans les discussions de la semaine dernière, nous avons pu signer ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale plutôt paraphé en attendant les signatures de ministres des Affaires étrangères et plus tard des chefs d'État pour que, et là, on a rajouté une clause qui est bien claire qu'on ne pourra procéder à la mise en œuvre de ces cadres que lorsqu'on aura satisfait à l'exigence prévue dans l'accord du 27 juin, à savoir le CNOPS. Donc, ça veut dire d'une part les traitements de la question des FDLR,
et d'autre part les retraits des mesures dites de défense du gouvernement rwandais qui en réalité c'est leurs troupes et les matériels qu'ils ont amenés en République démocratique du Congo. Alors justement, donc une avancée sur le papier, oui, mais sur le terrain, quand le ministre rwandais des Affaires étrangères déclare sur notre plateau par exemple que les forces congolaises bombardent les positions du M23 et les populations en violation du cessez-le-feu, que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, d'abord, je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature, justement. Nous, on ne va pas aller bas, comme des coutumes de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Mais il y a des faits, il n'y a pas seulement que des propos, il y a des faits sur le terrain. Ici, il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion des Goma. Et nous savons depuis, vous suivez quotidiennement la situation dans l'Est, qui tue, qui gouverne par crime. Je voudrais peut-être pas faire la litanie des crimes qui sont commis, mais ici, c'est qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix, nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Et donc, il faut regarder du côté de celui qui nous accuse pour voir ce qui se passe sur le terrain et qui en est les responsables. Donc vous n'êtes pas responsable des bombardements Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. La question, c'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous, République démocratique du Congo, été agressés et c'est établi par tout le rapport. Même si du côté du Rwanda, c'est le seul pays qui ne voit pas qu'il est agresseur. Mais si vous regardez, pourquoi avons-nous signé alors cet accord à Washington s'ils avaient aucune responsabilité dans ce qui se passe en termes de troupes, des matériels et de tous ces crimes qui ont été commis. Ici, nous avons sérié tous les problèmes, justement. C'est pour ça que nous sommes à Washington. C'est pour ça que nous sommes à Doha. Aujourd'hui, tous les problèmes sont à table et ce qui est attendu du Rwanda, c'est qu'il fasse sa part de responsabilité, comme nous faisons la nôtre, pour nous assurer que nous atteignons l'objectif de la paix que pourra consolider, et c'est la paix qui entraînera l'ouverture à des opportunités. Alors, parmi les conditions et les engagements signés à Washington, il y a la neutralisation des FDLR, mais visiblement, ils n'ont toujours pas déposé les armes. Que se passe-t-il? Écoutez, la question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés par les Rwandais pour camoufler cette guerre économique. C'est la réalité. Et c'est bien pourquoi à Washington, c'est bien pourquoi à Washington, je vais y arriver, c'est bien pourquoi à Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. Voilà les amis, nous avons regardé le porte-parole du gouvernement de notre pays. Avant de commencer, je vais d'abord commencer à dire à Mouyaya, avant de prendre ces points, êtes-vous fiers de votre pays? En tant que ministre, porte-parole du gouvernement, êtes-vous fier de votre pays, de notre pays, la République démocratique du Congo? Êtes-vous fier? Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais que le gouvernement Tshisekedi a accompli pendant 8 ans et bientôt 10 ans au pouvoir? Avez-vous des prouesses? Avez-vous des choses que vous pouvez nous dire et défendre comme argument? Qu'est-ce que le gouvernement Tshisekedi, le régime Tshisekedi a pu réaliser pendant 18 ans et pendant 8 ans ou 10 ans au pouvoir bientôt? Avez-vous quelque chose à nous dire? Vous avez endetté notre pays à 16 milliards de dollars. Où est passé l'argent des Congolais? Où est passé notre argent, monsieur Mouya? Parce que jusqu'à présent, il y a des inondations, il y a des embouteillages, il y a des érosions, il y a des choses. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas des universités, nous n'avons pas d'hôpitaux. Les militaires ne sont pas formés, mal payés. Les fonctionnaires ne sont pas payés, ça fait déjà plus de 2 mois. Le pays est dans le chaos total. Où est passé l'argent des Congolais, monsieur Mouyaya? Moi, parfois, quand je vois nos ministres, nos membres du gouvernement aller faire des interventions à l'extérieur, j'ai toujours du mal à comprendre, est-ce que ces gens-là, ce qu'ils disent, ça vient de leur cœur ou bien Moi, je te repose la question, êtes-vous fier de votre pays? Si vous êtes fier, de quoi êtes-vous fier? Parce que moi, en tant que Congolais,
Je suis fier de mon peuple et de mon pays, mais je ne suis pas fier de l'État. Oh, mbo cannabis, image yambo cannabis, moi en tant que Congolais, je ne suis pas fier. Le Congo est l'enfer sur terre, sur tous les plans. Sur tous les plans, vous nous avez mis à genoux, alors que l'alternative de M. Tshisekedi était de transformer la vie quotidienne de sa population, de la population de notre pays. Si Tshisekedi a été accepté par les Congolais, c'est parce que les Congolais avaient la conviction de dire que non, nous avons quand même eu un enfant du pays. Moi, Namboka, Congolais, Tatana, Mama Toyebi, des pères et des mères. Donc, ça veut dire que les Congolais croyaient que s'il faut élire un enfant du pays, il aura l'amour de la patrie, mais l'amour aussi de la population. C'est cet amour qui va pousser à ce monsieur de travailler pour le Congolais, mais aussi travailler pour les pays. Mais ce n'est pas le cas de votre régime, M. Mouyaya. Ce n'est pas le cas. Mes amis, nous allons aller aux allocutions de Mouyaya. Je vais soulever le point, mais avant d'aller aux deuxième vidéo. Non, tu as soulevé ma point. Voilà, tu as soulevé ma point et puis tu as dans étape, il y a deuxième vidéo. Donc Mouyaya, dans son allocution, il parle de la justice. Donc, il faut établir la justice entre des atrocités à l'est de notre pays. Donc, ça veut dire ce qui se passe à Goma, 10 millions de morts, mais il oublie de parler de la justice qui a armé les milices Ouazalendo et autres. On est au côté long en profondeur. Il parle de l'accord de Doha et l'accord de 27 juin de Washington. Il parle de la RDC et Rwanda ont signé cet accord économique. Il parle de la résolution 2773 des Nations Unies. Il parle de bombardements à l'Est. Que tous nous avons vu les talibans monter au créneau, Faya, je vous avais parlé de ces sujets. Ceux qui auront la mémoire, bientôt au côté, là, on a sujet pour défendre Lobela. Il parle du Rwanda agresseur, alors qu'ils étaient incapables d'inscrire que le Rwanda est l'agresseur à l'accord 27 et à l'accord du 27 juin aux États-Unis. Et la question de FDLR, où eux-mêmes ils ont demandé de déposer des armes et le gouvernement Tshisekedi a accepté que nous hébergeons des FDLR chez nous. Laissez-moi vous placer une photo avant de prendre la vidéo et puis expliquer les choses de Mouyaya, vous dire la raison pour laquelle Mouyaya est passé sur TV5. Ce monsieur, il s'appelle Mohamed Al-Shara. Mohamed Al-Shara est un djihadiste de formation. Ça veut dire, il a été formé par, il a le djihad, il a été arrêté par des Américains et il a fait la prison, je crois, en Irak. En quittant la prison, il crée un groupe qu'on appelle le Front Al-Nosra. Les Fronts Al-Nosra sont des djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique, mais aussi à Al-Qaïda de Ben Laden. Le monsieur que vous voyez avec Donald Trump, sa tête aux États-Unis coûtait 10 millions de dollars. C'était un wanted il y a 2 ans passé, 1 an et demi passé. C'était un wanted américain à 10 millions de dollars par la CIA. Il était dans la liste rouge de la communauté internationale, l'ONU et autres, tous les rapports. Et il était un assassin. Vous savez vous-même comment les djihadistes opèrent. Ils tuent, ils décapitent les gens, ils font des choses. Le monsieur était dans la liste noire, recherché par la justice internationale. Mais pourquoi ce monsieur, aujourd'hui, vous voyez, il est aux côtés de Donald Trump? Hier, avant-hier, il a rencontré Trump avant Bareva Tshisekedi na bureau ovale. Mais ce monsieur, malgré qu'il était djihadiste, il était Al-Qaïda, mais pour les intérêts de la communauté internationale en Syrie, ils ont utilisé un ennemi. Donc, un ennemi pour faire l'allié d'aujourd'hui. Un djihadiste qui a tué, qui a fait des choses, qui a décapité des gens. Mais juste pour chasser un gouvernement qui était hostile aux Américains. Le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie. Bachar el-Assad, quand la rébellion a commencé, comme chez nous, l'Occident a demandé à Bachar el-Assad de négocier avec des rebelles. Il a refusé, il est allé s'allier aux Russes pour faire la guerre aux rebelles. Donc, les Américains n'avaient plus le choix. Ils ont cherché une personne forte qui peut faire la tête à Bachar el-Assad. Et il n'y avait que Mohamed Al-Shara. Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré ce monsieur. Ils ont armé ce monsieur, ils ont formé ce monsieur. Il a renversé le gouvernement de Bagdad. Et il a renversé le gouvernement de Bachar el-Assad.
Et aujourd'hui, il est relaxé de tout ce que Mouyaya vous a dit là-bas. Donc, c'était juste de vous expliquer que la communauté internationale, il y a 2 poids 2 mesures. Donc, Tshisekedi, ne croyez pas que tout ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'ils vont faire. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Vous ne maîtrisez pas, je vous dis que vous ne maîtrisez pas la géopolitique internationale. Vous ne maîtrisez pas la politique actuelle. Vous êtes des politiciens archaïques. Il faut changer la classe politique dans notre pays. Oui, il faut changer la classe politique. Et nous allons changer cette classe politique comme Moutamba disait, des gré ou des forces. Nous allons le faire. Prenons cet élément, il y a Roger Lumbala plutôt que Tamba, on a un dossier aux vraiment important à Kolo. On les a entre guillemets, entre parenthèses, expliquer à Mouyaya. Prenons la vidéo maintenant. Chef de guerre, ministre, député de la République, opposant en exil, est désormais accusé de complicité de crimes contre l'humanité. À 67 ans, Roger Lumbala a vécu de nombreuses vies et il est accusé d'en avoir enlevé un grand nombre avec son groupe le RCDN. Une milice qui aurait été chargée d'effacer le tableau du nom de l'opération militaire menée en Ituri en 2002 et 2003. Cette opération, elle vise à prendre le contrôle d'une partie du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette opération se caractérise principalement par énormément d'exactions, de violences sur les populations civiles, d'assassinats, de viols et d'enlèvements, et y compris d'actes de cannibalisme. Par Laurent Désiré Kabila, qui a mis un terme au régime de Mobutu. Mais cette année-là, les alliances se renversent. Kabila fait face à des rebelles congolais et au Rwanda de Kagame, accompagné de l'Ouganda et du Burundi. La RDC est soutenue par la Libye, le Tchad, le Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe. Un conflit surnommé la guerre mondiale africaine. Elle aurait causé la mort de plusieurs millions de personnes. Les exactions se multiplient aux confins de la RDC sur fond d'accaparement des richesses. À l'époque, Lumbala et le RCDN tentent de s'emparer d'une partie de l'Ituri, notamment autour de Mambasa, avec pour objectif le carrefour stratégique de Beni. Ce procès à Paris va raconter comment et pourquoi des civils ont été massacrés sur une courte période pour gagner des territoires et du pouvoir. Roger Lumbala est accusé d'y avoir pris part. Aujourd'hui, Roger Lumbala est mis devant les tribunaux pour les exactions qui ont été commises et qu'il a soutenues et pour lesquelles il a fourni des hommes et du matériel logistique. C'est pas un destin particulier, c'est le destin d'un criminel de guerre. Roger Lumbala a vécu en exil de nombreuses années en France. Il y sera arrêté fin 2020, avant de répondre donc de l'opération Effacer le tableau près de 23 ans après les faits. Son avocat estime aujourd'hui que son rôle est amplifié. La difficulté, c'est d'arriver à établir le lien, en réalité, entre un chef politique qui est M. Lumbala et des troupes qui ont commis telle ou telle exaction sur le théâtre des événements. Selon nous, au regard des éléments de la procédure qui sont disponibles dans le dossier, ces éléments ne sont pas caractérisés. Il me paraît évident qu'il n'était pas informé des actes qui étaient perpétrés. Je ne sais pas s'ils étaient d'ailleurs perpétrés par le RCDN, en tous les cas des actes qui étaient perpétrés sur le terrain. De nombreuses ONG et des Congolais se sont portés partie civile dans ce procès historique qui trouve un écho à la situation actuelle en RDC. Des milices qui ont été créées, qui sont soutenues par des pays voisins, qui continuent à terroriser les populations civiles, des meurtres, des viols, des déplacements massifs. Nous espérons que justement cette vérité permette de faire ressortir certaines caractéristiques du conflit de la Deuxième Guerre du Congo qui n'a jamais eu une issue judiciaire. Le premier jour du procès sera consacré à la compétence de la Cour. La justice française peut-elle organiser ce procès sur la base de la compétence universelle ? C'est une procédure qui permet de juger des crimes internationaux les plus graves, même commis sur un territoire étranger. Roger Lumbala souhaiterait aujourd'hui être présenté à la justice congolaise. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, la sortie médiatique de Mouyaya est envoyée par le gouvernement de Tshisekedi. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Roger Lumbala doit être... C'est aujourd'hui le 13 ? Non, c'est aujourd'hui le 12. Voilà, il doit être jugé par la justice française des atrocités que vous avez écoutées dans la vidéo que je viens de vous placer. Monsieur Lumbala a ce qu'on appelle... Lumbala dérange Tshisekedi. Comment il dérange Tshisekedi? Via Jean-Pierre Bemba. Lumbala a cité Bemba dans le rapport de justice, là où il est entré,
de se faire juger. Il a dit le chef c'était Bemba. Il a cité Jean-Pierre Bemba en tant que parmi les participateurs. Vous avez écouté des actes de cannibalisme, de décapitation et autres. Et maintenant le gouvernement de Tshisekedi, tellement que Tshisekedi aujourd'hui, il n'a pas d'autorité de licencier Jean-Pierre Bemba. Et il ne veut pas perdre Jean-Pierre Bemba parce que lui, il peut monter au créneau pour insulter Kabila. Et c'est comme ça qu'il veut sauver la peau de Bemba. Ils ont commencé par la voie juridique. Ils ont envoyé le ministre de la Justice écrire la lettre à la justice française d'extrader Roger Lumbala en RDC et que Lumbala sera jugé chez nous. Pendant ce temps-là, Lumbala faisait des va-et-vient à Kinshasa en Europe. Jamais la justice congolaise n'a inquiété Roger Lumbala. Et maintenant, un coup, quand il est arrêté en France et qu'il va être jugé pour des crimes de guerre et obtenir la prison à perpétuité, c'est maintenant que la justice congolaise et l'amour que l'objet, il faut non, renvoyez-nous ce monsieur, c'est notre citoyen, nous allons le juger chez nous. Non, la question est Jean-Pierre Bemba. Ici, c'est Tshisekedi qui veut sauver la tête d'un Jean-Pierre Bemba. À la demande de Bemba. Ils ont envoyé Mouyaya. Au lieu que Mouyaya, que le vérité, Mouyaya est allé enfoncer encore le gouvernement Tshisekedi par sa médiocrité et son incompétence. Quand Mouyaya dit qu'il faut établir la justice pour des atrocités à l'est du pays. Ça veut dire Mouyaya dit indirectement, il faut aussi établir la justice à Jean-Pierre Bemba et Roger Lumbala. Pendant ce temps-là, au gouvernement de Tshisekedi, ils ont un rebelle qui a mangé la chair humaine, qui a mangé les gens, un rebelle Jean-Pierre Bemba, ministre de son État, vice-premier ministre, un ancien chef de guerre. Donc Tshisekedi et son gouvernement, ils sont incapables de reprocher quoi que ce soit à Corneille Nangaa parce qu'ils ont des rebelles dans leur gouvernement. Donc ils sont incapables de dire que Nangaa est un rebelle. Non, vous ne pouvez pas dire que Bemba est un bon rebelle et Nangaa est un mauvais rebelle. Non, un rebelle reste un rebelle. Un assassin reste un assassin. Donc, s'il faut juger Nangaa, s'il faut arrêter Nangaa, mais il faut commencer par Bemba, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est là où Tshisekedi tombe vis-à-vis la communauté internationale. Et en cherchant à sauver Lumbala ou Bemba, c'est comme ça qu'il est en train de salir l'image de sa politique intérieure et internationale. Donc, c'est ça la question. Mouyaya qui vient et vous dit, la justice pour les 10 millions de morts. Mais Patrick Mouyaya, vous avez oublié que vous avez envoyé des ministres, voire même le président de la République, soutenir des milices. Vous avez envoyé une délégation des sénateurs conduite par Lutundula en France. Ils ont soutenu haut la main le milice Ouazalendo. Qui arme le milice Ouazalendo? Qui va répondre aux atrocités des milices Ouazalendo? Parce que vous avez soutenu le milice en tant que gouvernement. La justice internationale est contre les djihadistes, le rebelle, pas le rebelle, les djihadistes et les milices. Toute forme des milices, c'est genre terroriste en fait. Mais nous avons vu notre gouvernement saluer tout ça. Mais dites-moi, Mouyaya, qui va porter la croix des milices Ouazalendo? Parce que le milice Ouazalendo viole, tue, vole, font aussi la même chose que les rebelles que vous avez dit, entre guillemets. Moi, je n'ai pas de preuves, mais je dis ce que Mouyaya a dit. Donc, s'il faut juger Nangaa, il faut aussi juger Tshisekedi et son gouvernement et tous les ministres et sénateurs, députés qui ont soutenu le Ouazalendo. Donc, Batouana, tout faut pas à la paix juger parce que la justice n'est pas deux poids deux mesures. La justice fait à l'équitabilité. Donc, Mouyaya est venu encore enfoncer les couteaux dans la plaie. Il est encore venu taper sur Tshisekedi en cherchant à mentir, mais il ne sait pas mentir. Il vous parle ici, donc, tout ce qui est dans optique, quoi. Donc, nous avons des Ouazalendo. Nous avons le rebelle AFC M23. Autant que le rebelle en fait des atrocités, c'est la même chose aussi que le milice Ouazalendo en fait des atrocités. Voire même l'armée régulière. Il y a des rapports Human Rights Watch et l'ONU qui est l'armée régulière de la RDC. Ça là, atrocité. Tout à l'image, tout l'accent projeté dans la conseil des ministres. Tout ça, image plutôt ONU. Prenons l'image maintenant. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Il a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions
et qu'il les détenait arbitrairement dans des conditions inhumaines. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Vasalendo. Il a constaté que les Vasalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Vasalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Là, les amis, vous avez suivi. Donc, Mouyaya, vous n'avez pas le monopole de venir dire « Oh non, il faut juger les rebelles ». S'il faut juger les rebelles, il faut juger aussi Tshisekedi. Qui a tué Chéribert? S'il faut juger les rebelles, vous n'êtes pas propre, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous mentez à la télévision, bah, il y a beaucoup ça. Il y a des rapports et des rapports de Rouven Ouattouane, il y a des rapports et des rapports de l'ONU où notre armée a fait des exactions de viol. Et même, tout le monde on a procès à Yande Konabi Sonani, Honoris. Tout le monde va policier, Marabasali Honoris, Navi Abatutu. Vous-même, vous avez jugé ces policiers-là. Tout le monde va policier, il va bon, vidéo, tout la même émission à Lingala. Donc, vous ne savez pas mentir et vos mensonges vous rattrapent et vous pouvez mentir qu'il y a des talibans. Parce que là où vous êtes, la journaliste, tout le monde a question. Ayebi n'a déjà ma réponse à ma questionnaire. Oh, tout le monde que vous renvoyez la balle. Elle est en train de se moquer de vous. La communauté internationale se moque de vous. Vous croyez que vous allez mentir qui? Qui est le taliban? Pour Toyebi vérité. Il parle de l'accord de Doha et l'accord de Washington. Nous allons mettre même la résolution 27 sur ce sujet dans 3 accords. Mouyaya, qui, à la télévision, dit que le Rwanda est l'agresseur. Mouyaya, je vous pose la question. Est-ce que le gouvernement congolais était capable d'inscrire le mot agression dans l'accord 27, dans l'accord du 27 juin? Vous étiez incapable. Vous avez laissé le Rwanda inscrire le mot mesure défensive. Et maintenant, vous venez à la télévision. Mais ce n'est pas les dires qui comptent. Dans la politique, ce n'est pas ce que vous allez dire, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça veut dire que la politique marche avec ce qu'on appelle des accords et des résolutions, monsieur Mouyaya. C'est comme si vous ne comprenez rien en géopolitique internationale. Vous pouvez aujourd'hui dire tout ce que vous voulez. Ça ne compte pas. Mais qu'est-ce que vous faites? La politique, ce n'est pas les dires, c'est les actes. Vous avez signé un accord où le Rwanda a obtenu de dire qu'il est en mode défensif. Donc, c'est la RDC l'agresseur. Et il vous fait accepter les FDLR. Il vous fait accepter la question FDLR. Donc, c'est la RDC l'agresseur. Il héberge le FDLR chez eux. Il alimente, arme le FDLR. FDLR, qui sont dans notre territoire. Qui alimente le FDLR? Qui a dit à partir de Goma de retoucher Kigali? Qui a dit il doit renverser le pouvoir à Kigali? C'est M. Tshisekedi. C'est lui l'agresseur. C'est comme ça que le Rwanda a obtenu Nakati accord na binomo bosina. Pour la signer en côté. Accord binomo bosina, mesure défensive. Mouyaya, si vous n'avez pas étudié ou vous ne comprenez pas, quand on dit mesure défensive, ça veut dire nous sommes en garde et nous sommes attaqués et nous avons le droit de nous défendre. C'est ça qu'on appelle mesure défensive. Vous ne pouvez pas venir dire au plateau que la RDC est en mesure défensive. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas obtenu du Rwanda à l'accord de Washington d'inscrire que le Rwanda, c'est l'agresseur. Vous avez dit qu'ils sont en mesure défensive. Ça veut dire que nous, l'agresseur, via les milices Wazalendo et les FDLR. Patrick Mouyaya. Vous revenez sur la résolution 2763. Cette résolution est déjà abolie. Dès que vous avez signé l'accord de Washington, la résolution 2773 n'existe plus. Parce que l'accord est plus fort que résolution. Résolution est votée contrairement de la décision et à partir encore. Ça veut dire, vote, ou voter pour comme contre. Mais l'accord est accord na binomi, c'est plus que la résolution, monsieur Mouya, si vous n'avez pas étudié ou vous ne comprenez pas la géopolitique internationale. C'est comme ça que ça marche, monsieur Mouyaya. Maintenant, c'est là où je peux prendre ce monsieur un aventurier. Le point où il nous dit, la RDC et le Rwanda ont signé l'accord commercial ou économique. Mais c'est monsieur qui est venu à la télévision nous dire, même dans le plateau de la dame, il a dit que nous n'allons pas signer l'accord si le Rwanda, les militaires rwandais ne quittent pas notre sol
mais aussi l'air matériel. Mais Mouyaya, je vous pose la question, dites-moi combien de militaires rwandais ont quitté la RDC avant de signer cet accord économique? Combien? Vous êtes le gouvernement, vous êtes en train de parler beaucoup de choses. Vous êtes le gouvernement, vous vous vantez que vous avez la capacité. Pouvez-vous nous dire combien de militaires rwandais ont quitté notre sol avant de signer cet accord que j'avais présenté ici économique? Vous êtes en mode contradictoire. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous mentez. Le fait que vous mentez, l'homme, vous nous avez dit à la RTNC que vous n'allez pas signer l'accord économique. Si le Rwanda n'enlève pas ses troupes chez nous, mais dites-moi combien de militaires rwandais ont quitté chez nous, Mouya? Pouvez-vous nous donner un bilan autant de militaires et des contingents? Zéro bilan. Mais vous, quand même, vous avez signé. Vous ne respectez pas le Congolais. Vous ne respectez pas votre propre parole. C'est une honte. Maintenant, nous allons aller au niveau bombardement des Minembwe et autres. Mouyaya, comment est-ce que Bokoki Kozala Batu a boyé Bandekona? C'est quoi le problème? Est-ce que nos politiciens sont malades? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous nous parlez de ce que vous parlez, le bombardement à Minembwe est responsable. Mouyaya dit que l'État n'est pas responsable. Mais nous avons vu bientôt ici. L'État congolais brandit ce qu'on appelle des drones et des avions de combat, bombarder des sites de minés. Tout ça, il y a des rapports et des rapports à Mouyaya. Comment vous pouvez dire que non, vous n'êtes pas responsable? Donc, vous n'êtes pas responsable sur la misère des Congolais, la souffrance, la désolation de la population. Vous n'êtes pas responsable, même quand vous bombardez. Mais qui bombarde? Qui bombarde? Il y a des rapports, monsieur Mouya, vous ne pouvez pas. Donc, il est allé dire là-bas une fois, il parle que non, comme le discours de haine contre Balouba. Mais Mouya, je ne comprends pas, problème est anine. Donc, la sortie médiatique de Mouyaya était pour sauver Jean-Pierre Bemba et pour laver le régime de Tshisekedi. Ça a échoué. Il parle des choses, il parle une chose avec son contraire. Autant il faut juger Nanga, mais il faut juger aussi Bemba, un ancien rebelle. Autant il faut juger Nanga, il faut juger Tshisekedi, parce qu'il a soutenu le milice Wazalendo haut la main. Autant il faut juger Nanga, il faut juger aussi les députés et ministres qui ont soutenu le Wazalendo financièrement, militairement et autres. S'il faut juger Nanga, il faut juger aussi vous, le gouvernement, pour soutenir FDLR. S'il faut juger Nanga, il faut juger tous les Congolais qui ont fait des crimes, qui ont fait des atrocités dans notre pays. Il ne faut pas dire que lui, il est les mauvais rebelles, lui, il est un bon rebelle, lui, il soutient les milices Wazalendo, lui, il soutient les l'AFC-M23. Non, monsieur Mouya, ça ne marche pas comme ça. Vous avez enfoncé les couteaux. Vous avez un ministre rebelle, Jean-Pierre Bemba. Un ministre rebelle. Et comme il bino caillou, bon, mon politique n'est pas si, beaucoup d'oka. Alors, la juger, il sera condamné. Bemba peut s'envoyer au Kangé, alors peut condamné à son tour. Donc, comme ça que ça sale l'image de M. Tshisekedi au niveau international. Ça sale l'image de la politique de notre pays. Ça, donc, ils ont baby sa image yambo cannabis. Et bozo va peut qu'on l'avait en venez prendre des cours ici, je vais vous aider. Tout à l'heure, nous willingo ma ependenga matani na créneau et plutôt qu'il n'est pas sujet moussousou. Prenons la vidéo. Boyoka willingo ma pas répondre bon. Prenons la vidéo maintenant. Ah, merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Vous avez dit ça, vous-même vous avez expliqué cela. Donc, comme vous voyez, vous allez voir même sur cette carte, dans la ville des Gabon, eh bien, c'est un dit à notre professionnalisme. Nous avons une police, nous avons une armée professionnelle, eh bien, qui garantissent vraiment la quiétude de la population, qui ne dorment pas 24 heures sur 24 heures pour la population. Tu vois que nous, en fait, là, il faut d'abord recourir la notion de l'État. Donc, l'État comme une personne morale de droit public qui personnifie la nation. Donc, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, c'est l'administration. Tu vois, nous avons organisé l'administration dans la ville et dans les périphéries. Eh bien, nous avons mis l'administration sur tout le plan.
Donc, sur les territoriales, nous avons le maire de la ville, nous avons le chef de quartier, nous avons les administrateurs des territoires. Tout le monde travaille pour la quiétude, pour la paix de la population. Sur les plans hautement sécuritaires, nous avons une police maintenant qui est dirigée par le colonel Guillaume et le colonel Mwamba et le colonel Kapassi. Et dans le territoire, nous avons ce que nous appelons le force d'autodéfense. Eh bien, nous avons le colonel Batachoka qui est avec son adjoint Mugabo qui sont dans les Massissi. Eh bien, sur l'axe retour, donc il comprend Rubare, Kiringa, Nyongera et Nyamiléman, il y a le major Bichenge. Eh bien, sur l'axe Lubero, nous avons le commandant Safari et sur l'axe Mourime, nous avons Guanamiza. Donc, tout le monde là, il y a les autodéfenses qui travaillent comme une police de proximité dans le milieu un peu éloigné. Mais dans la ville, nous avons la police. Une police professionnelle et bien formée. Et bientôt, ils seront déployés partout dans les zones sous notre contrôle. Et nous avons aussi maintenant, bientôt, il y a un peu ce que vous avez suivi. Le mécanisme dont on va mettre sur le plan magistral, donc la justice. Bientôt, ça sera fonctionnel. Donc partout, nous aurons des magistrats, nous aurons des tribunaux, des cours des tribunaux, partout. Alors, nous avons formé des OPJ. En tout cas, sur ces plans-là, nous avons garanti la sécurité de la population dans ce sens-là. Et tout le monde travaille pour la quiétude de la population. Il ne faut pas parler de l'avancée. Si vous parlez de l'avancée, c'est que non, ils n'ont jamais conquis un centimètre. Ils procèdent par les bombardements aveugles. Et ils visent un peu là où il y a la population, là où il y a la population. Donc, dans des zones densément peuplées. Eh bien, si vous ne parlez même pas des Vasalènes, ce sont de n'importe quoi là. Ça c'est n'importe quoi, il faut même pas en parler. Ce sont des gens qui sèment seulement la désolation chez la population. Qui pillent des coqs, de moutons, de quoi. Il faut même pas en parler. Dans tout cela, il faut pas parler des avancées. Ils bombardent, ils créent un peu de situations un peu qui ne favorise pas la paix. Mais nous sommes sereins, nous sommes là pour la paix, nous sommes aux aguets. Nous voulons la paix. Et si nous disons nous voulons la paix, c'est pas dire que si on nous attaque, nous n'allons pas répondre. Nous allons répondre à toute éventualité. Nous avons cette force-là de les maîtriser, ils sont maîtrisables. En fait, c'est ce que nous regrettons. Protéger la population, c'est l'affaire de l'État. Alors, l'État est démissionnaire dans ce sens. C'est l'État qui fait cela. Eh bien, les problèmes de Minembwe est tellement sérieux que ça interpelle tout le monde. Ça doit interpeller tous les Congolais, tous les humains. Puisqu'on a mis la population en quarantaine, on les prive à manger, à boire. Ils n'ont pas de produits de première nécessité. Vraiment, humainement parlant, tout le monde doit travailler pour sauver cette population. Car cette population souffre. Et ça nous interpelle, ce sont des Congolais à part entière. Ils ont droit à la vie et à la protection. On interpelle, tout le monde doit travailler dans ce sens. Tout le monde. Que ce soit nous et la communauté internationale, tout le monde doit savoir que à Minembwe, les Banyamulenge souffrent et ils ont un problème très sérieux. Il faut les délivrer au plus vite que possible. On interpelle tout le monde d'assumer son rôle. Le travail, c'est que la paix règne afin que les Nyamulenge puissent vivre comme un citoyen à part entière dans ce pays. C'est ce que nous voulons. Partout, puisqu'aujourd'hui, il était possible à un Nyamulenge de se promener dans le riz de Kinshasa, mais à Kisangani ou bien à Uvira. À tout le monde doit travailler pour savoir que non, on veut exterminer un peuple par le gouvernement même. Donc, il faut travailler afin que nous puissions sauver ce peuple. Tout le monde. Malgré les cessez-le-feu de Doha, le combat reprenne dans l'est de la RDC entre la SM23 et les FARDC. Les deux camps se dénoncent mutuellement des attaques tandis que les négociations pour un accord de paix restent en attente. Jospe Hangé. Malgré le cessez-le-feu imposé par le processus de Doha pour désescalader le conflit dans l'est de la RDC, les affrontements entre la F-123 et les forces armées de la RDC se poursuivent sur le terrain. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans plusieurs zones. Dans un communiqué publié mardi 11 novembre 2025, la F-123 a dénoncé avec la plus grande fermeté les attaques incessantes par des drones menées par les forces coalisées du régime de Kinshasa, précisant que ces opérations ont visé des civils à Luki, dans le territoire de Massissi. Le porte-parole de l'organisation Lawrence Kanyuka a réaffirmé. Voilà les amis.
Tel que vous avez vu, l'AFC décide de répondre. Mais par réponse, Willy Ngoma a dit une chose que je vais vous expliquer maintenant. S'ils nous attaquent, nous allons nous défendre. L'AFC 1v3 parle déjà en tant que mais en tant que bazana autonomie pour soigner les phrases parce que les Congolais veulent comprendre que les défendre les rebelles alors que nous la vérité parce qu'ils n'ont maîtrise géopolitique. Bazolo balokula batu ba territoire eza ya bango déjà lundi bisimo il parlait de nos populations, il parlait de l'autre. Je vous avais promis que nous allons parler de l'accord de Doha en grand caractère. Et je vais prendre ça ici dans ce sujet de Willy Ngoma. En fait, Tshisekedi qui a dit au Brésil, tous en ont tonton oiseau que Tshisekedi il fallait pas le bélo qu'on est plutôt zonga na Bethlehem. Tous en image aussi. Avant de faire ma proposition, j'ai fait remarquer d'abord que le président de la République n'avait pas à dire ce qu'il a dit au Brésil. Il devrait attendre. Quoi? Il ne devrait pas annoncer qu'on on va bientôt aboutir à un accord à Washington. Non, non, on est en train de nous bluffer. Et à Washington et à Doha, rappelez-vous que le narratif américain avait changé. Boulos avait parlé de la pièce maîtresse du puzzle. Le M23, c'est la pièce maîtresse du puzzle. C'est comme ça qu'on nous bluffe. Donc, il devrait d'abord observer. Mais il y a aussi quelque chose. Je parle des rapports de force. Le président de la République, s'il obtient cet accord de paix avec le Rwanda, avec le M23, il va oublier la dynamique interne. Il va l'oublier. C'est l'objectif d'ailleurs. Il va oublier la dynamique. J'ai gagné la paix. C'est pourquoi j'ai dit que ça se joue sur les rapports de force. Tant qu'il n'y a pas de pression en interne, il va oublier. D'où Kabound. C'est pourquoi Kabound dit, nous devons marcher. Et là, j'appuie ce que Yves Bouya dit, nous devons nous renfermer sur nous-mêmes. C'est pourquoi il veut aller vers Washington. Il veut aller vers Washington. On va l'arrêter. Comme ça, il obtient le retrait des troupes rwandaises, il va obtenir ça, il obtient le retrait du M23, il y a l'autorité de l'État qui est restaurée dans les deux provinces, et c'est fini, il oublie les dialogues. Oui, et puis change la constitution. C'est pour cela, j'ai dit qu'il y a un risque. Voilà le risque qu'il y a. Oui. Je n'aime pas trop parler des Sauvons la RDC, mais je vais en parler. Vous savez qu'aujourd'hui, Sauvons la RDC va rester cette grosse épine aussi dans le pied du pouvoir de Kinshasa. Non, mais le pouvoir, ils sont rien. Non, mais ça va rester une grosse épine dans son pied. Ils sont rien. C'est pour cela, le dialogue est très important. Voilà les amis, l'amateurisme politique de M. Tshisekedi. On n'annonce pas des choses sans pourtant avoir des précisions. Un président n'annonce pas des choses comme ça. La politique ne marche pas comme ça, M. Tshisekedi. Voilà, demain c'est le 13. Est-ce que demain il y aura protocole Tshisekedi, Kagame et Donald Trump? Non. Zéro invitation de la Maison Blanche. Pendant que lui se vante, il veut être à tout prix à la Maison Blanche. Mais nous voyons à côté là-bas, Kagame fait autre chose, il dit autre, il ne croit pas aux accords, il ne croit pas à ça et tout et tout. Lui, il veut à tout prix être là où il y a Donald Trump, Bureau Oval et autres. Mais le président a annoncé ça au Brésil. Le même président n'a pas envoyé une délégation à Doha pour signer l'accord. J'ai présenté cet accord parce que j'ai l'accord avec moi ici. Je vous avais dit dans cet accord, Tshisekedi, s'il accepte, c'est de balkaniser la RDC. C'est ce qu'on appelle la balkanisation informelle d'un pays. Ça veut dire, il y a des territoires occupés autonomes à Bazoko agir na justice na bande Bolandi et Willy Ngoma Lobi, Bazoko agir na police na bande Willy Ngoma Lobi na armée na bango. C'est ce qu'on appelle la balkanisation informelle. Ça se passe en Serbie avec le Kosovo. Le Kosovo est reconnu par d'autres pays, comme aussi d'autres pays n'ont pas reconnu le Kosovo. C'est comme le Palestine. C'est un pays reconnu, ouais, Zamboka, normalement, maintenant on peut faire exemple, hein, reconnu par d'autres pays, comme ce n'est pas aussi reconnu par d'autres pays. Mais des territoires, je vous donne quel exemple, des Asséties, je crois que Asséties du Sud, comme ça, en Géorgie, reconnu par la Russie et la Chine et d'autres pays, mais n'est pas reconnu par d'autres pays. Mais c'est un territoire autonome. Le Kosovo, territoire reconnu par d'autres pays, mais ce n'est pas encore reconnu aussi par d'autres pays. Donc, c'est un territoire en Serbie autonome, avec l'air armé, police, gouvernement, visa et autres. Tout ce qui est le gouvernement fonctionnant. Bango Bana. Willy Ngoma vient de vous flasher des choses ici. L'accord de Doha vient d'être avorté, ça morné.
Parce que dans l'accord, avant de signer un accord, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Dans la réconciliation, on a un mot qu'on dit pardon. Les égos de part et de l'autre ne peuvent en aucun cas permettre un climat pour signer un accord politique ou un accord. De un, les gens que Tshisekedi fait face, c'est des personnes au Baïbi Tshisekedi bien. Bangom, tu vas payer pouvoir. Corneille Nangaa. Ils savent que Tshisekedi n'a jamais respecté un accord dans sa vie. Ils savent que Tshisekedi ne respecte rien. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, demain, il change. Et que Corneille Nangaa, Bissimwa, Makenga, Wilingome et autres sont des têtes d'affiche de la FC23. Ils ne peuvent pas s'hasarder d'aller laisser tout ce qu'ils ont pour aller à Kinshasa s'installer. Mais Tshisekedi peut vous tuer, peut vous arrêter. Qui va dire quelque chose à ce monsieur? Bah, ils peuvent organiser des assassinats ciblés. Ils peuvent organiser des accidents. Ils peuvent organiser des kidnappings. Ils peuvent organiser des choses où ils vont venir dire que non, nous sommes désolés, nous condamnons, on a kidnappé Kabila, on a kidnappé Nanga, nous condamnons tout ça. Et ces gens-là les savent. Les savent plutôt, excusez-moi. Ils les savent que non, Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation, il n'est pas l'homme qui respecte ses accords. Ils ne vont pas venir parce qu'ils sont capables d'être arrêtés, tués, assassinés et autres. Pendant ce temps-là, vous voulez signer un accord dont avant, le Parlement de notre pays a fait voter une loi que le gouvernement ne peut en aucun cas négocier avec des rebelles. Et pendant ce temps-là, la plupart d'eux sont des condamnés à mort. Comment pouvez-vous signer un accord et chercher à vous réconcilier s'il n'y a pas le pardon? S'il n'y a pas la vraie réconciliation? Et c'est comme ça qu'on a mis Mouyaya en piège par la journaliste là-bas. C'est comme ça que Mouyaya est piégé par la journaliste. De dire que l'accord de paix, c'est rien. Donc, la journaliste vient de dire à Mouyaya normalement que cet accord que vous êtes en train de faire n'aboutira à rien. Et aujourd'hui, j'ai fait mes analyses politiques, j'ai regardé la géopolitique, c'est comme ça que je vous ai parlé de Al-Shara, je vous ai parlé du Kosovo, à cette île du Sud, en Géorgie, en ce qui concerne l'autonomie des États et aussi l'acceptation des États autonomes et tout et tout. Je vous dis, ma conclusion est claire. Je vous dis, je parle bien de ma conclusion, ce n'est pas une information, mais c'est ma conclusion en tant qu'acteur politique. Tshisekedi et Nanga, ça sera l'un ou l'autre. Tshisekedi et Kabila et na Kabila, ça sera Kabila ou Tshisekedi. Tshisekedi et Kagame, ça sera Kabila ou Tshisekedi ou Kagame. Ils ne vont pas s'attendre. Tous les accords qui seront signés, personne ne va respecter ces accords. J'ai bien dit, ils ne vont pas s'entendre parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ego. L'orgueil et l'équimakas et il y a la rancune la haine est là. Donc l'accord, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Vous vous réconciliez en fait. Avant de vous réconcilier, c'est ce qu'on appelle le pardon et ce n'est pas le cas. Tshisekedi joue la carte de tout faire pour obtenir le non-soutien du Rwanda aux groupes armés, aux rebelles AFC M23. Et il va faire l'assaut, donc il va attaquer une fois le Rwanda enlève ses soutiens. Parce que selon Tshisekedi, l'AFC M23, sans les Rwandais, ils sont rien. C'est comme ça qu'il a dit des coquilles vides. L'AFC attend de Tshisekedi de commettre des erreurs, l'AFC et le Rwanda. Bazos et la Tshisekedi à commettre des erreurs pour faire l'offensif. Donc pour attaquer. Pour dire que nous avons attaqué, parce qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas respecté l'accord, ils n'ont pas respecté ça. C'est ce qui... Donc, les deux côtés, l'armée, soi-disant révolutionnaire, ARC, j'ai bien dit soi-disant, parce que moi, je suis un républicain démocrate qui accepte des processus démocratiques. L'armée révolutionnaire ARC de Corneille Nangaa, je suis un peu professeur, ARC, et le FARDC, et les FARDC. Donc, ARC et FARDC, l'un d'eux doit tomber. Moko fois Kouya, moko fois gagner guerre. Donc, ARC, M23, et FARDC, moko fois Kouya. Ils ne seront pas en mesure de travailler ensemble dans l'optique de mixage et brassage.
Parce que d'abord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que l'ARC va respecter les hauts gradés de Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi va respecter les hauts gradés de l'ARC? D'abord, la question de quitter Goma pour venir à Kinshasa. Nanga ne croit pas à ça, Kabila ne croit pas à ça, et c'est comme ça que ces gens-là, ils vont finir par se faire la guerre. Je vous dis qu'ils vont finir par se faire la guerre, et ça sera une guerre généralisée. Une guerre qui doit faire tomber soit Tshisekedi, soit Nanga. Ils vont se faire la guerre. Les accords signés, ils ont ma fout en goulou. Les accords, et qu'on en ait fait mon côté, à la fin, la guerre sera là, la guerre totale. La guerre de la suprématie, la guerre de la domination, et la guerre, et qu'on a là. Généralisé. Retenez ce que je vous dis. Je vous ai parlé des accords et tout et tout. Donc, à la fin, l'un d'entre eux doit gagner la guerre. Soit Tshisekedi va tomber, sera renversé par le rebelle, soit les rebelles vont renoncer ou ils vont tomber. Mais selon les soutiens internationaux, je parle bien de la politique internationale, Tshisekedi est rejeté. Seul soutien par la voie diplomatique de M. Tshisekedi, c'est la Belgique. Et la Belgique a rejeté Tshisekedi. Mais le Rwanda a les États-Unis. Le Rwanda a l'Israël, le Rwanda a la France, le Rwanda a l'Union européenne derrière eux. Tshisekedi n'a plus de soutien politique en matière diplomatique. Seule la Belgique pesait, mais la Belgique a rejeté Tshisekedi. Je vous ai placé des vidéos. Et que la Belgique vient de dire, 50% des problèmes c'est Tshisekedi, 50% de problèmes c'est le Rwanda. Et ils ont démontré pourquoi Tshisekedi est le problème. Le problème de mauvaise gouvernance. Donc, ils n'ont pas bien géré le pays, le détournement, le népotisme, le tribalisme, le problème aussi de l'oppression, l'agression, les arrestations arbitraires, des assassinats politiques ciblés et autres. Donc, la Belgique, à où tu as raison, non, le problème est ça, Tshisekedi. Il n'a pas bien géré le pays. Oh, gouvernement, il y a vie sociale, le gouvernement, la vie sociale, la population, donc il n'a plus de soutien, c'est comme s'il est allé en Brésil, il est allé à ceci, cela, alors qu'il est parti par... Donc c'est comme ça. Mais la guerre qui va arriver, ça sera une guerre pour la faim. J'ai bien dit, ce moment où la guerre a déclenché à Makas, ça sera une guerre pour la faim. Soit les villes vont tomber en cascade, et que Tshisekedi va finir par fuir, soit Corneille va tomber. Ce qui est tellement difficile. Parce que si on a placé Nanga, c'est pour faire ce qu'on appelle l'équilibre de force entre Tshisekedi et l'opposition. Ils ont vu que Tshisekedi a muselé, a marginalisé l'opposition civile. Et il tue les opposants, il arrête tout le monde. C'est comme ça qu'on a placé Nanga. Pour mettre l'équilibre dans la géopolitique de notre pays. Mais le fait que c'est eux qui ont donné à Nanga l'aval, c'est eux qui ont alimenté Nanga, je ne crois pas qu'ils vont laisser tomber Nanga. Ils vont faire comme Ahmed Al-Shara. Un mal de bien. C'est ce qu'ils font maintenant à Bamako, au Mali. Les djihadistes ne sont plus des djihadistes. Avant, c'était des Boko Haram, des Al-Qaïda, État islamique. Mais bientôt, Bamako, dont les djihadistes sont à la porte de Bamako. Et ainsi de suite. Pour sortir pour sortir de la situation ici, j'ai des solutions, mais je ne donne pas à Tshisekedi, Abundana, on se dit quand même le président. Nous allons prendre l'image de l'armée en train de demander aux militaires, aux gens de venir déposer les armes. Je vais vous dire pourquoi. Et puis, nous avons l'occasion Olivier Kamita de Nasuka Bolanda, Lobi Marnabango. Appelant en bas, Katumbia, croire en vraiment trop le soutien. Tous en ont militaire pour n'avoir donné information, puis tout ce cas, Olivier Kamita, Taloba Biloba, Donnons la vidéo maintenant. Arrêté provincial numéro 01, barre état des sièges, barre 184, barre CAB, barre gouvernement provincial du Nord Kivu, barre 2025, du 29 octobre 2025, portant organisation de la campagne de ramassage d'armes à feu et munitions sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Entendu que la prolifération
et la circulation non contrôlée des armes à feu est l'un des facteurs qui contribuent à la prévalence de la violence armée. Attendu qu'il est indispensable d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en vue de réduire la capacité de nuisance de personnes détenant illégalement les armes dans le but de contribuer significativement au renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État. Sur proposition du Conseil provincial de sécurité, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 2. Sous la supervision du gouverneur de province, la campagne de ramassage d'armes à feu est organisée par une commission composée de la manière ci-après. Président, coordonnateur provincial en charge de la sécurité et des opérations. Vice-président, le conseiller près le gouverneur en charge de questions stratégiques. Rapporteur, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Rapporteur adjoint, un représentant de la société civile du Nord Kivu. Article 3. Au niveau de la ville, la commission est composée de la manière suivante. Maire de la ville, président. Chef de poste de l'Agence nationale des renseignements, vice-président. Auditeur de garnison, rapporteur. Article 4. Au niveau du territoire, la commission est composée de la manière ci-après. L'administrateur du territoire, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 5. Au niveau des communes rurales, la commission est composée de la manière ci-après. Le bourgmestre ou fonctionnaire délégué, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 6. La commission peut recourir à l'expertise d'une personne tierce ou requérir l'appui de partenaires militaires œuvrant dans la province du Nord Kivu. Article 7. Pour rétribuer toute personne qui remet volontairement une arme à la commission, le gouvernement provincial donne en contrepartie $100 pour une arme de type AK-47 ou l'équivalent, $200 pour une arme d'appui et $1 par munition. Article 8. Toute découverte d'engins explosifs, improvisés ou des munitions explosives abandonnées, obus, roquettes ou grenades, doivent être signalées auprès des autorités militaires et des services de lutte anti-mines pour prendre des mesures de précaution. Il est recommandé aux civils de ne pas manipuler ces types de munitions. Article 9. Toute personne détentrice d'une arme qui souhaite la remettre dans l'anonymat a le droit de se rendre dans une structure de son choix et bénéficier de la protection de la province. Dans ce cas, il revient à la structure ayant réceptionné l'arme de la remettre à la commission, moyennant la rétribution prévue à l'article 7 du présent arrêté provincial. Article 10. Pendant toute la période de la présente campagne de ramassage, nul ne peut être poursuivi pour avoir remis volontairement une arme ou des munitions. Article 11. Toutes les armes récoltées durant la campagne de ramassage sont entreposées à la base logistique avancée de Beni avant d'être marquées et remises au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par voie hiérarchique. Article 12. La campagne de ramassage d'armes est financée par le gouvernement de la République à travers le gouvernement provincial du Nord Kivu et éventuellement les partenaires techniques et financiers où toute personne est prise de paix et voulant compatir avec la population du Nord Kivu
longtemps meurtrie. Article 13. Toute structure qui se démarque positivement dans la mobilisation et la sensibilisation et qui permet la collecte de plus de 100 armes bénéficie d'une rétribution. Voilà les amis. Donc, il y a des fronts maintenant que Tshisekedi veut laver son image parce qu'il a compris qu'il est rejeté par la communauté internationale. Et il a compris ses erreurs, soutenir le milice Wazalendo, soit-disant, parce que je n'ai pas de preuves, hein, soit-disant, Rwandais à soutenir FDLRP, mais aussi le problématique Roger Lumbala et Jean-Pierre Bemba. Parce que son ministre est un ancien rebelle, Jean-Pierre Bemba. Il a aussi tué, il est cité dans la procès Moni Bemba voyageur. Il envoie Mouya là-bas pour chercher à laver Mouya à Baby Silissous. Il essaye de prendre des rapatriés Roger Lumbala pour se faire juger au Congo, qui va juger, et puis après, à quoi amnistier Roger Lumbala dans le Congo, à Bimi, pour laver Jean-Pierre Bemba. Parce que ceux qui Lumbala a condamné en France, et Sili, Bemba vit dans un poteau à Monara et Souste. Ça, tu le rebord quand même. Et maintenant, il veut faire ça chez le ministre Wazalendo. À un moment donné, retenez ce que je vous dis, Tshisekedi risque de se retourner contre le Wazalendo. Et il va demander soit leur intégration à l'armée ou désarmement. C'est comme ça qu'ils ont commencé par étape en demandant les $100 pour vendre des armes. Donc, ils sont en train de demander à la population et aux civils, parce que les Wazalendo sont des civils. Ils sont en train de demander aux civils de ramener des armes pour $100. Mais moi, je vais poser la question à Tshisekedi et son gouvernement. Qui a donné des armes aux civils? Bazu Wapi. Bazu Minduki Wapi. Moi, je me pose la question tous les jours. Les FDLR, comment ils font pour s'armer? Nous n'avons pas d'industrie de Yarosa Minduki. Comment ils font? Nani appelle ça Minduki. Bazu la munition Wapi. Tout ça, Tshisekedi veut dire à la communauté internationale, comme la fois passée, FDLR va déposer Minduki. Ça avait marché. C'était une manipulation propre. Pendant que ce temps-là, ils sont incapables d'identifier qui est FDLR, qui n'est pas FDLR, ils sont incapables en mesure d'identifier, même en mesure de quoi que ce soit. Maintenant, ce qu'ils ont envie de faire, c'est dire à la communauté internationale, nous avons demandé aux populations civiles et les milices de déposer les armes, parce que nous sommes un gouvernement. Et à la fin, si ça ne marche pas, c'est des marches. Retenez ce que je veux dire. Il y aura un moment où Tshisekedi va dire aux milices Wazalendo d'intégrer l'armée et de déposer les armes. Et d'autres seront même désarmés. Retenez ce que je vous dis. Il veut soigner son image au niveau international. Parce que le but de Tshisekedi, c'est seulement, habituellement pour fuir la justice, c'est de ne pas quitter au pouvoir, c'est de s'éterniser, mourir au pouvoir. Parce qu'il a des dossiers, il y a Bambongo à Katanga, il y a un juge d'instruction nommé en Belgique, ça veut dire la plainte est recevable. Il y a des dossiers Jean-Pierre Bemba, il a des dossiers, les chéribins et tout. Bande quoi chéribins, la Belgique, donc il y a des dossiers que tu sais que dit, Azalango, Aobang, soit le moins à pouvoir. Et Kolandaye. Nous allons vous laisser la vidéo de Olivier Kamita. Je vous donne rendez-vous à 19h-20h pour l'émission Masolo et RDC en Lingala. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. De Jonathan Lumbila, Molobelia Peuple, économiste, la voix de sans voix. Mes chers amis, si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour contester l'honorable Christian Mwando, ni pour arbitrer une susceptibilité, ni encore pour commenter une tempête passagère. Je m'exprime parce qu'un acte politique a été posé, un acte public aux implications profondes, qui nous oblige à répondre à 3 questions fondatrices, 3 questions cardinales, inévitables. La première, qui sommes-nous? La seconde, où en sommes-nous? La troisième, où allons-nous? Ces 3 questions ne sont pas rhétoriques, elles sont vitales. Elles déterminent si nous restons un mouvement historique ou si nous devenons un parti circonstanciel. Alors, qui sommes-nous? Ensemble pour la République,
n'est pas un parti né dans les arrangements ni les marchandages politiques. Il est né d'un sursaut moral et d'un acte de rupture. Nous sommes les enfants d'une décision, celle du G7. Lorsqu'une poignée de dirigeants, au sommet du pouvoir, ont choisi le pays au lieu du confort, la vérité au lieu du silence, la rupture au lieu de la compromission. Ce jour-là, nos aînés, Pierre Lumbi, Charles Mwando, Gabriel Kyungu, José Ndundo, ont quitté des positions enviées, non par colère, mais par conscience. Ils ont dit non à un pouvoir qui voulait confisquer le destin national. Ce non n'était pas un slogan. Ce non a coûté. Il a coûté l'exil de Moïse Katumbi après le faux procès des soi-disant mercenaires, les blindés déployés à Kasumbalesa les 3 et 4 août 2018 pour l'empêcher de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, les arrestations arbitraires de nos camarades Salomon, Mike, Daniel, Franck, les impostures judiciaires, les spoliations, les confiscations, les assassinats politiques, celui de Chérubin Okende, celui de Dido Kakisingi, qui hanteront notre conscience longtemps encore, les cachots clandestins où aujourd'hui croupissent des compatriotes dont le seul crime est d'avoir cru en nous. Et finalement le venin de la propagande, l'acharnement, l'humiliation de pères et de mères assumés comme méthode de gouvernement. Cet héritage est notre socle, notre fierté, notre identité. Notre ADN n'est pas la participation, il est la résistance. Notre langue n'est pas l'acquiescement, elle est l'insoumission. Notre vocation n'est pas d'accompagner le pouvoir, elle est de le défier lorsqu'il trompe le pays. Voilà qui nous sommes. Voilà pourquoi le peuple nous distingue. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes cohérents. Alors, où en sommes-nous? À la faveur d'un événement récent, la démarche de notre groupe parlementaire auprès du siège politique de l'Union sacrée en vue de présenter une candidate au poste de rapporteur adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, une onde de choc a traversé notre famille politique. Soyons rigoureux, rappelons les faits. Ce poste revient de droit à l'opposition? C'est incontestable. Notre groupe parlementaire dispose-t-il d'une autonomie tactique? Personne ne la nie. Mais jamais Ensemble pour la République n'a validé une démarche sollicitant l'onction politique de l'appareil au pouvoir que nous contestons depuis des années. Cette démarche d'ailleurs a été immédiatement récupérée par le parti au pouvoir lors de sa communication publique, ensemble malheureusement avec nos représentants. Ce n'est pas le poste qui interroge, ce n'est pas la candidature, ce n'est pas la personne. Ce qui interroge, c'est le lieu, l'interlocuteur, le symbole et le message envoyé au pays. Car cette démarche consacre un glissement d'un cadre institutionnel vers un cadre partisan, d'un dialogue
parlementaire vers une négociation politique, d'une logique d'opposition vers une logique de validation. Or, soyons clairs, on ne refuse pas d'être le wagon de Kabila pour devenir le wagon de Tshisekedi. On ne dénonce pas la fraude et ensuite on sollicite ceux qui l'ont consommé. On ne combat pas un système pour ensuite le légitimer par nos démarches. Nous avons tenu une ligne. Le pouvoir actuel tire sa légitimité d'un processus électoral gravement entaché de fraude. Nous en avons payé le prix. Moïse Katumbi le premier. Ce diagnostic n'a pas changé. Ce pouvoir continue d'être marqué par la répression systématique des libertés. Les enlèvements et détentions arbitraires, les procès instrumentalisés, le déni de droit contre les opposants, la captation des richesses sans redistribution par un tout petit groupe, la violence érigée en mode de gouvernance, la volonté insistante de vouloir changer la Constitution pour conserver le pouvoir. Alors, je pose la question avec gravité. Quel signal envoyons-nous au peuple lorsque nous présentons au siège de ceux que nous avons dénoncés? La contradiction n'est pas stratégique, elle est politique, elle est idéologique, elle est existentielle. Elle ouvre une brèche. Et une brèche en politique, si elle n'est pas colmatée, elle devient une capitulation. Alors, où allons-nous? Nous sommes à un point d'inflexion. Deux voies s'offrent à nous. La première, rester fidèle à notre histoire, à nos ruptures fondatrices, à nos sacrifices, à notre mandat moral devant le peuple. Ou, la seconde, entrer dans la normalisation, accepter la cohabitation silencieuse, troquer l'ambition contre l'ajustement, troquer la voix contre des postes, troquer la lutte contre les couloirs d'une famille politique. Et pour ma part, je le dis sans embâche, sans détour, un parti qui renonce à son identité n'accède jamais au pouvoir, il accède à l'oubli. Un parti qui renonce à la clarté ne devient pas stratégique, il devient ambigu. Un parti qui renonce à la lutte ne devient pas adulte, il devient soluble. Et nous ne sommes pas faits pour être dissous dans le grand bain des accommodements. Notre histoire n'est pas un folklore, elle est une responsabilité. Le sang, l'exil, les prisons, les larmes, les humiliations, les morts, tout cela nous oblige. Pas à être parfaits, mais à être fidèles. Nous ne sommes pas tenus de tout gagner, mais nous sommes tenus de ne pas tout perdre, et surtout pas de nous perdre nous-mêmes. Le peuple ne nous demande pas d'être nombreux, il nous demande d'être vrais. Il ne nous demande pas d'être confortable, il nous demande d'être constant. Alors je le dis avec gravité, sans colère, mais avec fermeté. Je refuse que notre histoire soit monnayée. Je refuse que nos morts soient diminués par nos calculs minuscules. Je refuse que notre combat
devienne une option, alors qu'il était un serment. Je refuse que la peur de perdre un poste devienne plus forte que l'honneur de tenir une ligne. Nous n'avons pas traversé le désert pour mourir dans l'oasis. Nous n'avons pas résisté à la dictature pour nous agenouiller devant la confusion. Nous n'avons pas survécu à l'injustice pour applaudir la compromission. L'histoire nous observe. Le peuple nous évalue. Nos enfants nous jugeront. Restons debout. Restons lucides. Restons nous-mêmes. Restons ensemble. Je vous remercie.